Nous allons démarrer ce colloque, véritable temps fort de l'Institut Palladio. Je me présente, je suis Baptiste Suodo, auditeur du cycle 2018, sociétaire de la Fondation Palladio et directeur du développement de l'agence d'architecture Snohetta. Un mot avant de commencer sur la Fondation et l'Institut. La Fondation Palladio est un lieu de rencontre, de débat, d'échange et de réflexion, en somme, un lieu d'intérêt général. L'Institut Palladio, des hautes études sur l'immobilier et la cité, a été créé en 2011 par la Fondation, avec un premier cycle annuel en 2012. Cela fait donc 10 ans. Et nous ouvrirons le 10e cycle annuel de l'Institut Palladio en deuxième partie du colloque. L'Institut est une plateforme d'échange et un laboratoire de réflexion. Il est là pour apporter prise de recul et découverte de nouvelles perspectives. C'est ce que nous allons vous présenter ce matin. Avec la première séquence du colloque, nous allons vous restituer l'ensemble des réflexions et travaux qui ont été menés tout au long du cycle 2020 par les intervenants et dirigeants auditeurs sous le parrainage de Bernard Cazeneuve. Pour mettre en perspective l'ensemble de ces réflexions, autour du thème du cycle « La ville de demain au service des savoirs », j'invite Gilbert Aymon, directeur de l'Institut, à me rejoindre sur scène pour vous présenter les idées forces du cycle qui s'achève. Nous demanderons ensuite à 4 auditeurs du cycle de prendre la parole. Je vous remercie. Bien, merci Baptiste et bonjour à tous. Merci de votre présence. Bonjour messieurs les premiers ministres, monsieur le président de la Fondation Palladio. Nous sommes dans une configuration un peu inhabituelle. Merci quand même de votre fidélité à ces colloques annuels de l'Institut. On est en distanciel. Ça aura été le thème principal de l'année, si je puis dire, mais il n'est pas non plus totalement indépendant de choses dont on va parler sur les savoirs tout à l'heure. Je vais tout de suite embrayer. Ça fait 10 ans que nous travaillons sur la documentation de cette société des urbains qui est en train de naître sous nos yeux, ce qui est l'événement du XXIe siècle. C'est un concept qu'on avait arrêté avec Michel Serres à l'époque pour montrer comment nous entrions dans un monde sur lequel Claude Lévi-Strauss s'était exprimé en 2015. Il avait 100 ans et on lui demandait ses conseils pour le monde qui était en train de s'éveiller en face de nous. Il disait 100 ans, moi je suis né dans un monde dans lequel il y avait 1 milliard d'individus, il va y en avoir 8. J'ai absolument rien à vous dire sur le sujet, vous allez tout découvrir par vous-même. Donc je crois qu'il est important de documenter. On a documenté sur les territoires, on a documenté sur le travail, on a documenté sur l'échange des biens et des services, sur les valeurs, etc. Et là, on a fait un petit pas de côté cette année en disant on va travailler sur la connaissance, sur l'économie de la connaissance, sur la ville et la connaissance et les savoirs. Et finalement, ça nous a apporté beaucoup de choses, non pas parce qu'il s'agit d'apprécier de là où on est le système éducatif et dans sa capacité à performer dans la compétition internationale des élites, dans la recherche, etc., mais de nous interroger sur le rôle des acteurs de la ville par rapport à ces savoirs. D'une part, à travers des objets d'éducation qu'il faut accueillir dans nos entités urbaines, aider à concevoir ou bien aider à fonctionner pour contribuer à leur réussite. S'interroger sur comment ces acteurs de la ville, à travers leurs propres orientations, peuvent peser sur ces outils, sur les valeurs qui s'y diffusent, sur le projet identitaire des lieux, des villes, des entités urbaines dans lesquelles ils s'inscrivent, pour contribuer à la création d'une société des urbains citoyenne et inclusive. Et puis c'est aussi s'interroger de notre côté sur comment élaborer un savoir partagé par le plus grand nombre, qui autorise la rencontre, le partage, et surtout le dialogue, ainsi que l'appréciation collective des enjeux du futur.
Dans ce contexte, on a travaillé, et moi j'ai le redoutable avantage de lancer le colloque. On me dit surtout pas dépasser 12 minutes, je vais essayer de le faire. Ces idées forces, après avoir passé toute une année de travail, c'est quand même assez compliqué. Alors je vais être assez bref dans les formulations. Je crois que la première chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier en toile de fond le défi quantitatif auquel on doit faire face avec un monde urbain qui va atteindre 7 milliards. Le monde rural va continuer à être à 8,5 milliards, il ne diminue pas. Mais le monde urbain, c'est 7 milliards vers la fin du siècle. C'était 500 millions au début du XXe siècle. 500 millions multipliés donc par 15. Et ça implique une éducation de masse. Ça implique un niveau minimum de savoir partagé pour pas qu'il y ait des cassures. On en voit quelquefois les conséquences entre des savoirs des élites et des savoirs qui ne seraient pas diffusés dans l'ensemble de la population citoyenne. C'est qu'il faut se préparer à un monde complexe et inédit, comme le disait Claude Lévi-Strauss, fait de ruptures et de transitions rapides. Les affronter, plutôt que les nier, ou vouloir se réfugier sur des valeurs du passé plus protectrices, comme disait Étienne Klein, nous ne pouvons pas aller dans un endroit si nous ne le décrivons pas, nous ne le documentons pas, nous ne l'apprivoisons pas. Et donc, il faut se sentir pleinement concerné et s'approprier ces évolutions pour définir un savoir collectif. Pas des opinions qui s'opposent, mais un savoir collectif minimum. Et c'est bien sûr tout d'abord le politique, et le politique qui n'est pas forcément qu'au niveau national, mais au niveau de chacune des entités urbaines, qui doit s'impliquer dans ce processus. Le précéder, ne pas courir derrière le changement, afin simplement d'accompagner les citoyens, pas de lui donner la leçon, mais de l'accompagner en connaissance de cause. Et Bernard Cazeneuve nous a rappelé que les élus doivent s'impliquer dans la réflexion prospective, dans l'étude prévisionnelle, dans la création d'outils, tels les agences d'urbanisme, par exemple, au niveau local, pour développer des relations, en particulier avec ceux dont c'est le métier d'avoir le regard un petit peu plus loin, le secteur universitaire en particulier, et puis faciliter l'action collective entre les communes et pas se replier sur le quant à soi trop localisé. Mais aussi l'élu, parce qu'il faut réguler ces évolutions avant les dégâts. Les innovations aux conséquences sociétales parfois déstabilisatrices, ou aux usages délétères, qu'on pense aux fake news, aux réseaux sociaux, etc., afin de sécuriser le quotidien des citoyens et de les protéger des dérives potentielles. Quant aux élites, et ça François Tadei nous en a parlé longuement, elles doivent émerger moins de l'accumulation de savoirs sectoriels en silos, des stocks de connaissances, mais s'impliquer dans des relations transversales, l'analyse des flux, le croisement des regards, on aime beaucoup cette expression au sein de Palladio, c'est-à-dire de la maîtrise des écosystèmes complexes dans lesquels nous sommes plongés, qu'il s'agit pour nous d'orienter, voire d'enrichir dans leurs effets positifs, en évitant bien sûr les négatifs. Aussi, l'élaboration et la transmission des savoirs ne peut se contenter de la richesse des liens qui conduisent au stock de connaissances qu'on peut trouver désormais en ligne. Mais elle doit continuer à passer par la rencontre, par l'échange physique, le partage, le débat, et surtout la pollinisation que permet la rencontre des sachants. Et puis, même la sérendipité. Après tout, du hasard sont nés beaucoup d'innovations et beaucoup de biens, et seul le brassage physique l'autorise. Je passe sur l'intelligence collective, dont on sait qu'elle a toujours plus de résultats que la meilleure intelligence confrontée à un sujet donné. Voilà, ça c'est un peu l'analyse sociétale, et en résumé, un peu grossier, que nous faisons, nous, acteurs de la production de la ville, pour en tirer quelles conclusions sur les objets et sur ce que nous produisons. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'orientation, tout en
d'un immobilier qui est quelque part mis en échec par le fantasme du virtuel et de la dématérialisation. Alors en quelques phrases, l'immobilier doit faire face à un nouveau paradigme qui est de créer le lieu où on peut sublimer les liens. Les liens sont indispensables, ils existent, il faut maintenant abriter la rencontre, il faut faciliter les échanges, il faut organiser les interfaces avec le réel. Et c'est ça le défi de l'immobilier. Il doit faire face à une programmation d'un nouveau type, celle qui autorise et interdit peu, celle qui allège les stocks. Je fais référence en particulier au projet d'école de management de Lyon, où le directeur a supprimé les bibliothèques. Pour une école, c'est une innovation. Mais les livres, ils sont accessibles, ils sont en ligne. Donc, c'est pas ça qui est important. Et favoriser les espaces qui facilitent la vie. Là aussi, François Tadei, quand il a commandité les locaux de l'Institut des relations interdisciplinaires, voilà, a dit, moi je veux des espaces pour travailler, mais je veux surtout au milieu de l'immeuble de bureau la place du village. Bon, je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire ce qui facilite des usages évolutifs et ne se fiche pas dans une fonction. À l'incertitude programmatique ne peut donc répondre qu'une architecture simple, souple et abritante, facilitant l'informel, favorisant l'ouvert sur le fermé, la rencontre plus que la clusterisation. Je n'ai pas voulu mettre le confinement, excusez-moi. La dislocation de la structure unitaire de l'immobilier d'éducation en espaces qui n'ont pas la même nature est donc le cœur de la réflexion de l'architecte aujourd'hui. Il amène à distinguer des espaces d'apprentissage, des espaces de travail, des espaces d'échange organisés, des espaces de rencontres informelles, des espaces de services ouverts sur la ville. Là aussi, je prends l'exemple de l'école de management de Lyon. Pourquoi avoir ces équipements de sport intégrés alors qu'ils peuvent être partagés avec la ville? Ces équipements culturels spécifiques alors qu'ils peuvent être l'objet de contrats. La bibliothèque, j'en ai déjà parlé, avec d'autres entités publiques ou professionnelles. Poser cette problématique de la forme, de l'incertitude et de la simplicité, c'est pas pour autant priver les architectes de leur capacité de créer. Témoigner de son temps, le patrimoine l'a toujours fait, contribuant d'ailleurs ainsi à la connaissance, mais organiser les espaces et les flux est tout aussi stimulant qu'inventer de manière hiératique le symbole d'un programme privant de liberté. Des exemples comme le centre Rolex à Lausanne, où justement l'école de management de Lyon peuvent en témoigner. Enfin, pour terminer, puisqu'il faut aussi évoquer l'investissement en matière d'immobilier, dans un contexte de crise des finances publiques, peut-être durable, il faudra probablement s'ouvrir sur de nouvelles formes de partenariat avec le privé, dans une logique qui n'est pas de rendement à court terme. Aujourd'hui, avec les taux d'intérêt tels qu'ils sont et les rendements possibles, ça n'est pas un rendement immobilier qui est important, c'est la capacité que le capital puisse être amorti sur le plus long terme, avec justement une évolutivité des bâtiments, une évolutivité des usages et donc un déplacement de la date d'obsolescence dans le temps. C'est la simplicité de structure, là encore, son adaptabilité, une liberté de programmation et une flexibilité des espaces intérieurs qui sera la règle. Voilà, c'est pour lancer le débat. On va essayer de développer un peu tout ça et je rends la parole à Baptiste. Merci Gilbert. J'invite maintenant à rejoindre la scène les 4 auditeurs du cycle 2020, Sandra Roumi, Sarah Ravalet, Simon Bergogneau et Julien Landfried. Cette table ronde va nous permettre d'aborder ce cycle qui s'achève au travers de plusieurs séminaires et de débats et de réflexions. Et pour commencer, je vais me tourner vers toi, Sandra.
avec ton regard de journaliste, mais pas que, en connaissance du monde de l'immobilier, et suite aux propos introductifs de Gilbert, qu'est-ce que tu peux nous dire avec ta vision de journaliste, s'il te plaît? Merci Baptiste. Merci Gilbert pour cette synthèse qui était juste et difficile de nos riches échanges annuels. Alors pour ce final, vous nous avez demandé à chacune et à chacun de réfléchir, de réagir, de nous engager sur des verbes qui expriment effectivement l'action et qui résument une année qui décidément n'a pas été comme les autres au sein de l'Institut Palladio. Ces 10 verbes, ils impliquent évidemment, je l'ai dit, l'action qui doit être notre moteur après la réflexion, et là je réponds aussi à ta remarque sur mon regard de journaliste. Ces verbes, ils impliquent également de devoir de penser puis d'agir, et puis la nécessité de dire mais aussi de faire. Alors à mon échelle, ce matin devant vous et en toute humilité, ma mission sera d'investir 3 de ces verbes qui sont partager, préparer et impliquer. Partager, ça tombe bien, c'est l'un de mes verbes préférés. C'est l'idée de partager le savoir ou les savoirs au sein de la cité, c'est notre mission. Préparer, plus difficile, préparer l'avenir dans la perspective d'une ville plus désirable, d'une ville plus durable, plus inclusive, mais aussi plus hybride, c'est notre intention. Et puis impliquer, là aussi c'est un verbe qui m'interpelle, impliquer les parties prenantes dans la constitution et dans la transmission des savoirs, c'est on peut dire notre ambition. En tout cas, j'ai la faiblesse de croire que ça l'a été pendant cette année d'enseignement et d'études et d'échanges au sein de l'Institut Palladio. Alors à chaque fois, je voudrais prouver ces verbes à l'aune d'une trilogie qui est celle du contexte, des enjeux et puis des impacts sur la ville, puisque c'est quand même ce qui nous rejoint, c'est notre dénominateur commun au sein de l'Institut Palladio et puis au sein de la fabrique de la ville, l'industrie de la fabrique de la ville. Partager. Donc la question du partage et des savoirs se pose dans un contexte où, tu l'as dit Gilbert, il y a plusieurs tendances clés qui s'affirment, qui se conjuguent, qui se confrontent. Ces tendances sont celles de la rupture démographique, de la métropolisation et de tous ces défis, de la société du temps libre, de l'open source de la data, de la viralité des moyens de communication qui se traduisent invariablement par la constitution d'un savoir collectif et d'une société apprenante. Les enjeux du partage des savoirs, ce sont, en tout cas à mon échelle et de ce que j'ai retenu de cette année, la régulation du tout numérique, la réduction de la fracture numérique, et puis aussi un sujet qui a été beaucoup abordé, commenté, la mise au défi des élites, qui décidément a été aussi au cœur de nos réflexions. Les impacts sur la ville, qu'est-ce qu'une société apprenante? Je pense que ce sont, et on l'a évoqué, de nouveaux formats d'apprentissage, des nouvelles manières d'apprendre, des nouveaux moyens d'apprentissage, puis surtout, et c'est ce qui nous relie ici aujourd'hui, des nouveaux lieux d'apprentissage, pas que les écoles. Comment préparer l'avenir dans un contexte où la France semble chuter, en tout cas dans les classements internationaux, dans un contexte où face au péril climatique et face au péril sanitaire, le savoir peut représenter une arme, et on peut même dire que le savoir peut représenter le pouvoir, souvent. Et puis où il y a nécessité d'une évolution, d'une révolution dans la transmission des savoirs. Alors les enjeux, ils sont de nature diverse, intégrer ou exclure, voire reclure, le savoir contre l'ignorance, et puis le savoir pour soigner, avec l'émergence, en tout cas cette année, d'une idée, d'une réflexion qui m'est chère, en tout cas sur la société du care, sur laquelle on va revenir, je pense, beaucoup dans les années qui viennent. Les impacts sur la ville, on les a identifiés autour de la mixité des usages, des fonctions, et surtout, plus difficile à atteindre, des populations. Voilà, la mixité, l'hybride, c'est des choses dont on va beaucoup parler dans l'année 2021. Et puis enfin, troisième dimension, troisième verbe d'action, impliquer, comment faire participer, comment intégrer, comment abriter, comment impliquer dans un contexte où on observe malheureusement un désintérêt pour la chose publique, où on constate malheureusement un divorce entre le politique et la société civile, et puis où l'on pointe du doigt un risque de faiblesse de nos démocraties occidentales. Alors les enjeux à mon échelle et à ce stade sont pour moi au nombre de 4. On l'a beaucoup abordé au sein de nos rencontres de l'Institut Palladio cette année. La fracture et même la facture écologique, la fracture numérique, la fracture sociale et puis enfin la fracture territoriale. Les impacts sur la ville sont clés. On veut et on travaille à des villes plus inclusives, à des villes plus durables.
à des villes plus désirables, mais aussi à des villes plus hybrides. Voilà, c'est un peu moi ma réaction, mon travail sur les verbes que Gilbert Raymond a dégagés de notre année d'études et d'enseignement au sein de l'Institut Palladio. Et voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Sandra. Une question un tout petit peu plus personnelle sur ton regard par rapport à ce colloque qui a été... Voilà, ça a été une année un peu particulière. Vous avez commencé en présentiel et puis après vous avez basculé en visio. Si tu peux nous dire un mot là-dessus, s'il te plaît. Alors déjà, moi, quand on m'a proposé, je vais faire une petite confidence, quand on m'a proposé de faire partie du Collège des auditeurs en 2020, donc il y a à peu près un an, franchement, j'ai beaucoup hésité parce que je savais que c'était beaucoup d'engagement et beaucoup de travail, et que comme j'aime pas faire les choses à moitié, si je le fais bien. Et donc, il y a un truc qui m'a convaincue, c'est le sujet. C'est le sujet sur le thème de cette année, l'élaboration et la transmission des savoirs dans la ville de demain. Moi, en tant que journaliste, en tant que citoyenne, en tant que parent, c'est un sujet qui me parle, qui m'habite. Et voilà, c'est la raison de mon engagement à vos côtés cette année. Et voilà, je suis un peu jalouse parce que ça va s'arrêter. Et l'année prochaine, il n'y aura plus ça. Mais je vais suivre avec attention la formation de l'année prochaine. En tout cas, on te remercie. Et puis, merci à vous. Et je me tourne maintenant vers Sarah. Sarah Ravalet. Toi, avec ton regard, ton regard de promoteur aménageur, comment cette année, ce colloque, ces séminaires ont fait évoluer ta réflexion au travers de ce prisme du promoteur aménageur? Alors, moi, je voudrais réagir par rapport à 3 notions qui ont été évoquées par Gilbert, qui sont les savoirs passent par la rencontre et l'échange. Il y a une force créatrice dans la proximité physique et les échanges au sein des villes, première notion. Ensuite, Gilbert nous a dit aussi, dans son exposé, un lieu s'impose à tous pour la diffusion de ces liens, donc pas de guerre entre les liens et les lieux. Et ce lieu doit revêtir également des formes d'hybridation entre les espaces de travail et les espaces d'échange. Alors, comment ces 3 notions résonnent dans ma pratique de promoteur aménageur? Elles résonnent chez moi sur 2 valeurs qui me semblent essentielles, 2 valeurs de projet. Voilà. Première valeur, le lieu, qu'il soit projet immobilier ou projet d'aménagement, porte une identité plurielle. Comment se crée cette identité plurielle? C'est bien la question. Donc là-dessus, ce qui nous guide, nous, développeurs urbains, pour le faire plus largement, c'est bien le sens du projet. Qu'est-ce qu'on donne au sens du projet sur tel ou tel territoire? Quel ancrage local? Quelle résonance avec le reste du territoire? Comment on articule les échelles urbaines? Un projet pour quel usage? Pour qui? Ce sont autant de questions soulevées, autant de réponses aussi apportées avec les élus. Il y a aussi un enjeu qui est essentiel pour nous, c'est de travailler les spécificités locales du projet. Comment perpétuer la mémoire d'un lieu? Comment perpétuer l'histoire d'un lieu? Alors à travers l'implantation d'activités en lien avec ce site, ou alors à travers des disciplines créatives qui créent cette identité du lieu également. Donc par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? Un lieu, quelle que soit son échelle, il croise de manière intrinsèque plusieurs disciplines. La sociologie, je mettrai ça en premier, l'économie, l'urbanisme, le paysage et l'architecture. Ça me semble déjà la première valeur. Deuxième valeur, pour moi, en résonance par rapport à ce que dit Gilbert, c'est le lieu, encore une fois, qu'il soit projet immobilier ou projet d'aménagement, doit permettre une hybridation, une mutualisation de ses fonctions. Comment arriver à cet objectif d'évolutivité? Là encore, tout à l'heure j'ai parlé que le lieu, j'ai évoqué le fait que le lieu croise de manière intrinsèque plusieurs disciplines. On est là au centre de l'approche, au cœur de nos métiers, on est dans l'approche transversale, dans l'approche écosystémique. Et là encore, cette approche globale me semble un prérequis pour permettre cette hybridation des fonctions. 2 autres méthodes ont également fait leurs preuves, qui sont celles de la démarche participative, qui implique acteurs du territoire, élus également, qui permet de faire remonter des bas bruits, des signaux faibles, et qui permet également de prédéfinir des usages pour les futurs usagers. C'est le cas de le dire.
Et dans un contexte de préfiguration de projets, les occupations temporaires également offrent dans certains cas la définition des futurs usages. On l'a vu avec bon nombre de projets en matière d'urbanisme transitoire. Je peux rapidement illustrer ces deux valeurs à travers deux exemples de projets que nous avons menés. Sur un projet pour développer cette question d'ancrage territorial, on a développé un projet mixte avec un lieu hybride qui combinait lieu de vernissage, lieu d'exposition, espace de coworking, café culturel avec une école de design locale. Et depuis quelques mois maintenant, on approche aussi cette question de développement urbain sous le prisme de l'urbanisme favorable à la santé, avec l'approche du bien-être social, physique et mental, et on est bien là dans la démarche transversale. Donc pour conclure ces propos, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'en chargeant les lieux de sens, en leur conférant une identité spécifique, en la déclinant de manière transversale, à travers l'urbanisme, le paysage et l'architecture, c'est là qu'on crée la connexion entre les lieux et les liens, avec un fort ancrage territorial. Merci beaucoup, Sarah. Un peu comme pour Sandra, d'un point de vue plus personnel, est-ce que tu retiens un élément de ce colloque? J'imagine plusieurs, mais voilà, un sentiment, quelque chose que tu veux partager avec nous aujourd'hui? Alors, Gilbert a évoqué la question des regards croisés. Ça m'a confortée dans trois axes, je dirais. Le premier, c'est de continuer à appliquer notre fil conducteur de projet, de mettre l'humain au cœur de nos projets. C'est vraiment le préalable, je dirais. Deuxième axe, c'est celui d'avoir une lecture plus sensible des territoires pour des projets en empathie avec le politique, avec les élus, avec les futurs usagers, pardon. Et puis, troisième axe, il y a une idée, évidemment, qui nous est très chère, c'est celle de la co-élaboration, la co-conception d'un projet, avec la notion d'intelligence collective qui permet, tout au long d'un projet, de chercher des points de convergence, parce que finalement, les choses ne sont jamais figées. Merci beaucoup. Simon, à toi maintenant. Ton regard en tant que concepteur architecte dans le monde d'aujourd'hui et la conceptualisation de ce qu'on appelle le lien, le lieu, et comment est-ce que dans les métiers de l'architecture, ça se matérialise. Merci. Alors les concepteurs sont aujourd'hui devant une équation qui est assez difficile, notamment lorsqu'on aborde la question de la ville des savoirs. Le confinement nous a fait prendre conscience de la valeur des liens localisés, et particulièrement lorsque l'on parle de la société des urbains, qui est avec un mode de vie fondé sur une présence en ville. On a pu vivre pendant le confinement l'expérience de nos logements qui étaient devenus des cocons, transformés pendant 2 mois en espace de travail, en espace de vie, en école pour beaucoup, et même en espace de loisirs. On a été placé sous perfusion de données, d'eau potable, d'électricité, et on a pu se rejouer finalement une version contemporaine du foyer bien tempéré de Rainer Banham, non plus autour du feu, mais autour de la borne Wi-Fi quelque part. Donc, on a pris conscience que le lien, finalement, il peut presque être indépendant des lieux et se jouer sans substrat, ou presque. Et pour autant, la question de son incarnation, je crois qu'elle n'est pas obsolète et qu'elle se pose avec une nouvelle acuité. Le lien, il est en effet fait d'explicite, ce sont nos réunions, nos échanges écrits et verbaux, mais aussi, et peut-être surtout, d'implicite. Et cette dimension implicite, elle a fondamentalement partie liée à l'imprévu, et elle nécessite encore un rapprochement physique. C'est-à-dire que le temps qui nous fera de tous et de partout, il n'est pas advenu, et il nous faut encore donner une transcription concrète à nos échanges, et partant leur donner des lieux. Dans le champ des savoirs, incarner cet implicite, ça se traduit par cette transversalité, cette promesse de sérendipité qu'évoquait Gilbert à l'instant, hors du champ du calcul. Et il y a 60 ans déjà, le critique allemand Siegfried Kracauer constatait déjà que la valeur d'une ville se mesure avant tout au nombre de lieux qu'elle réserve à l'improvisation. Du coup, faire jaillir l'imprévu, c'est encore avant tout rapprocher. Donc de façon plus tangible, ça suppose de concilier désormais la présence et la distance, les savoirs, les informations pures d'un côté, les échanges, l'émulation, l'émotion de l'autre. On n'est pas que des êtres de données. Et concilier les approches, c'est paradoxalement prendre en compte cette donnée
qu'il y a une dimension de nos vies, de nos apprentissages, qui est faite de découvertes, de surprises, d'émotions, de non paramétrables. Cette dimension, c'est presque aussi une conciliation au sens social du terme, pour retrouver dans les ouvrages que nous concevons la matière à favoriser, la diversité et la concorde. Du coup, dans la même veine, je voudrais aussi revenir sur le thème que je trouve très significatif de dislocation qu'a employé Gilbert à l'instant. Nos rapports distanciés, et notamment numériques, nous montrent, dans la période que nous venons de traverser, qu'on peut avoir une certaine forme de lien et d'échange, même dans un non-lieu, dès lors qu'il serait irrigué par les réseaux qui sont nécessaires à notre survie matérielle, bien sûr, mais aussi par les flux de données. C'est évidemment, encore une fois, le constat du confinement. Ce type de lien, bien qu'amoindri, il peut presque se maintenir indépendamment de lieux dédiés, et on a alors des relations qui présentent un caractère hors sol, littéralement délocalisé, disloqué, au sens où elles n'ont plus finalement d'incarnation physique spécifique. Je crois que l'accepter, ça serait se résigner finalement au règne de l'indistinct, de l'indéfini, avec un sentiment de perte et d'abord un sentiment de perte d'identité qui l'accompagnerait. On serait alors, par exemple, des nœuds dans un grand réseau. Et dans cette extrémité, le savoir, ça pourrait n'être plus qu'une pure transmission, sans notion d'échange ni d'émulation. Les eaux glacées du savoir égoïste, quelque part. Loin de cette résignation, je crois que cette dislocation, elle peut être positive si on la prend au sens cristallographique du terme. Une dislocation en cristallographie, ce sont tous les petits défauts de la structure cristalline, qui est parfaite par construction. Ce sont tous ces accidents, ces fragilités, ces petits interstices dans lesquels l'extraordinaire, l'inattendu, le disruptif même peuvent venir se glisser. Et c'est ce qui du coup confère à cette structure une valeur d'improvisation. De la même façon, les lieux que nous devons chercher à concevoir, ils doivent offrir la possibilité de cet imprévu. Le défi qui est donc devant nous, concepteurs, c'est de produire des lieux qui, sans en négliger la dimension symbolique, sont des espaces de modularité, de capacité, si vous permettez une mauvaise adaptation d'un anglicisme, qui sont aptes aux diversités, alors qu'elles soient diachroniques, c'est les mutations, ou synchroniques, c'est la polyvalence. Il s'agit d'autoriser les possibles aujourd'hui et les possibles de demain. Et avant tout, dans le patrimoine qui nous a été légué et qui nous appartient d'investir à notre tour. Il s'agit pour le concepteur de se projeter dans des usages futurs et de répondre à un défi qui est avant tout celui de travailler sur l'impalpable, d'apporter une vibration et de la faire perdurer demain, quels que soient les nouveaux usages qui prendront place dans les espaces que nous aurons conçus ou transmis. C'est proposer des lieux qui permettent de faire société sans se résoudre, je crois, à des modes de vie qui pourraient très bien demain presque se contenter d'être sans feu ni lieu, et c'est renouer avec une certaine vocation politique de l'architecture pour conforter les valeurs de la société que nous voulons. Alors, pour l'architecte, c'est à la fois une croisée de chemin et une ligne de crête, mais c'est aussi ce qui fait la valeur du métier aujourd'hui. Et cette approche, elle convoque plus que jamais des champs académiques extrêmement variés, et elle ne peut être que pluridisciplinaire dans l'exercice de la maîtrise d'œuvre. Cet élargissement de vue, j'ai pu l'apprécier tout au long de cette année avec les diverses interventions du cycle, et il concourra évidemment demain à ma propre pratique. Notre travail, il ne consiste donc plus simplement à concevoir des lieux programmés par les demandes actuelles, par la bien nommée commande, mais également à se projeter dans des lieux en devenir. Il s'agit de proposer des lieux sans usage prescriptif, qui autorisent non seulement les possibles, mais demain la capacité à d'autres possibles. Bref, c'est faire d'une réponse à une commande des bâtiments propices et favorables. Et je finirai en vous disant que concevoir et réaliser des bâtiments imprescriptifs, c'est aussi quelque part les rendre imprescriptibles, ce qui est d'ailleurs une manière de retrouver une certaine notion d'éternité qui figure en bonne place dans l'imaginaire de l'architecture. C'est par là aussi une forme de résilience et d'économie de moyens sur le long terme. Et cette économie de moyens, et partant de ressources, c'est tout le travail de sobriété, de réutilisation et de valorisation du patrimoine que nous menons au quotidien avec les équipes d'AREP. Nos projets qui sont historiquement centrés sur les lieux de mobilité doivent évidemment être très adaptables aux conditions changeantes d'exploitation et de fréquentation, tout en assurant la mutabilité d'un vaste patrimoine existant. Et c'est à cette frugalité de ressources, mais non de réflexion, appliquée comme plus théorique, qu'on mesurera demain l'optimisation des lieux que nous concevons aujourd'hui. Merci Simon. En deux mots, comment toi tu as vécu colloque présentiel, visio, enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mais en deux mots, s'il te plaît. Je dirais qu'on a été servi parce qu'on a joint le fond et la forme. C'est-à-dire que effectivement, la fondation, le cycle de la Fondation Palladio, qui est aussi une forme de transmission de savoir par ses conférences, on a finalement été confronté à une double expérience qui était celle d'avoir la moitié du cycle en présence et l'autre moitié à distance. Et du coup, moi j'ai trouvé que la manière dont on a pu aborder la forme même de nos échanges, que ce soit à distance ou en présence, ça a finalement été, et ça, la session qui m'a le plus marqué, c'était celle sur la relation entre les liens et les lieux. J'ai trouvé que finalement, ce qu'on apprenait dans la Fondation Palladio, c'était la démonstration absolument éclatante que le savoir qu'on a reçu était des clés de compréhension finalement très immédiates du monde dans lequel on évolue. Merci beaucoup Simon. Julien, je me tourne vers toi maintenant. On a beaucoup parlé, le mot dislocation de l'immobilier est beaucoup revenu dans les témoignages.
En tant que représentant d'un grand investisseur de l'immobilier, comment est-ce que tu perçois les choses par rapport à ces notions de dislocation et les changements que cela amène? Bonjour à tous. Très brièvement, je vais essayer d'être synthétique parce que le propos a été très riche. Par rapport à la dislocation, la réflexion qu'on a pu mener, et je complète les propos de Gilbert Raymond, c'est autour de l'hybridation entre les espaces propres au travail, à la production et ceux qui sont nécessaires à l'échange. On constate aujourd'hui une polarisation du marché de l'immobilier de bureau, en particulier entre des lieux dédiés à des activités de production ou de back-office, et de l'autre des lieux plus centraux pour des activités d'échange, de création. C'est une tendance de marché. C'est aussi le signe d'une valorisation qui est supérieure des activités cognitives ou de savoir dans l'économie de la globalisation ou de la métropolisation. Et je vous renvoie pour ça au dernier bouquin de David Goodhart qui a pas mal d'échos sur cette valorisation, peut-être survalorisation parfois des activités cognitives. Malgré tout, c'est un modèle qui a ses limites parce que les activités de créativité sont réparties dans toute l'économie, dans les centres et aussi dans les périphéries, et on voit bien aujourd'hui que l'innovation est partout, et donc il faut, pour des industriels comme nous, qu'on soit sensible à un certain équilibre pour éviter une répartition trop caricaturale de ces activités. Et on voit bien aussi que les activités productives ont tendance à être croissantes dans les zones les plus centrales parce que l'innovation technologique le permet davantage, et l'industrie était auparavant loin des centres et elle peut revenir. Donc ça montre qu'il faut avoir une approche holistique des choses. Donc l'hybridation probablement des espaces propres au travail et ceux dédiés à l'échange s'imposera probablement à moyen terme comme un standard de marché parce qu'on en aura besoin partout afin d'y développer des liens de qualité et en même temps d'y développer une forte productivité. Donc tout ça va dans le sens d'une approche plus intégrée. Deux autres éléments que je vous propose de discuter rapidement, c'est d'abord le fait qu'on a besoin de travailler sur des formes de plus en plus simples pour pouvoir justement faire preuve de souplesse. Pourquoi ? Parce que les usages évoluent et que l'immobilier va être de plus en plus un immobilier centré sur les usages plus que sur la simple forme des lieux. Donc il va falloir travailler sur la modulabilité et la simplicité de ces lieux parce que les usages évoluent. Et donc il faut que, pour des raisons autant anthropologiques que technologiques ou culturelles, ces lieux puissent s'adapter aux usages. Alors évidemment, ça nécessite certainement un peu d'innovation juridique et financière pour que, par exemple, des logements puissent être aussi des bureaux, que des commerces puissent être des bureaux, etc. Et aussi l'ampleur de ces besoins implique non seulement d'innover sur la forme, mais aussi sur l'organisation ou la production de cette forme. Et ça implique probablement également que le cadre légal et réglementaire dans lequel on opère puisse faire preuve de davantage de souplesse, mais aussi que la psychologie des investisseurs ou de certains investisseurs puisse évoluer, parce que la répartition entre des classes d'actifs étanches les unes aux autres probablement devra évoluer, parce que les actifs vont pouvoir répondre à des usages qui seront davantage hybrides qu'ils ne l'étaient hier. On voit bien par exemple qu'on va devoir de plus en plus travailler dans nos logements et puis répondre dans nos bureaux à des usages qui étaient auparavant ceux de la sphère personnelle ou intime. Donc c'est bien les usages qui vont définir davantage les lieux que les lieux qui se définiront en eux-mêmes, comme c'était probablement le cas dans le passé. Et c'est ça qui déterminera, in fine, pour les investisseurs, leur valeur économique et financière. Et donc, d'ailleurs, on a bien vu ces derniers temps qu'une ville sans travailleurs ou des bureaux sans travailleurs, sans usagers, ça a évidemment beaucoup moins de valeur que des bureaux avec des gens qui travaillent, qui réfléchissent, qui échangent, qui innovent. Un dernier point, et j'en finirai là, c'est sur la notion de créer des lieux pérennes. Pourquoi ? Parce que dans un contexte de taux très bas, comme celui dans lequel on opère aujourd'hui, on voit bien que c'est probablement la durabilité des lieux qui va donner une valeur économique à ces lieux, parce qu'on passe d'une logique de rendement à une logique davantage d'amortissement. Et donc on voit bien, par exemple, avec l'exemple de l'immobilier d'enseignement, que c'est en intensifiant l'usage des lieux, qui doivent être utiles non pas simplement sur les horaires de cours, mais aussi avant, après, pendant les vacances, à des moments où ils n'étaient pas exploités, qu'on va leur donner une valeur économique et financière. Et c'est aussi en travaillant finalement davantage de passage entre les lieux, une logique beaucoup plus flexible, qu'on va leur donner de la valeur, parce que par exemple dans
dans l'immobilier d'enseignement qui peut être celui des grandes écoles, on voit bien qu'il faut travailler le fait que ce qu'on va apprendre dans une grande école, c'est ce qu'on va faire quand on va travailler. Et donc il y aura beaucoup plus de souplesse et de porosité entre de l'immobilier de bureau, où on va pouvoir innover, inventer, créer des entreprises, et un immobilier d'enseignement qui était auparavant beaucoup plus conservateur. Donc il y aura finalement, à terme, on pourra peut-être avoir plus de mal à distinguer les deux, parce que beaucoup de choses se ressembleront entre l'immobilier de bureau et l'immobilier d'enseignement. Merci beaucoup à tous les quatre. Et je vous invite maintenant à rejoindre la salle. Merci Gilbert également, et puis l'ensemble des auditeurs du cycle. Les actes seront disponibles sur le site internet de la Fondation Palladio.